Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection, de présentation de ma collection, DVD Blu-ray 4K. Alors dans un premier temps, merci aux nouveaux abonnés de la chaîne, hein. Il y en a eu quelques abonnements supplémentaires ces dernières semaines, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui suivent cette vidéo collection qui sont assez appréciés, donc merci à vous. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos collections que j'ai sur la chaîne, puisque ça va être le 5e ou 6e numéro là actuellement que je tourne. Autre chose, je vous annonce le prochain live de la chaîne, donc prenez vos agendas et notez le jeudi 2 décembre où je serai en interview avec mon ami Alexis de la chaîne Je suis Ciné, toute nouvelle chaîne YouTube. Donc une nouvelle interview découverte, comme j'avais pu faire avec mon ami Julien de la chaîne Ciné Série Galaxy. Et donc bah voilà, prenez rendez-vous parce que ça va être chouette, encore une fois, de découvrir un nouveau cinéphile, un nouveau vidéaste. Donc on y va, la suite de ma collection, comme je vous rappelle, 30 films que je classe par ordre alphabétique, donc on en arrive à peu près au niveau de la lettre I. Je classe par ordre alphabétique, je compte les déterminants, parce que sinon je ne m'y retrouve pas. Donc on y va, premier film, Invincible, réalisé par Angelina Jolie. Alors c'est plutôt pas mal hein, avec Jack O'Connell. C'est un biopic sur une figure inconnue de la Seconde Guerre mondiale. C'était un athlète qui a participé au JO de 1936 et qui s'est retrouvé en pleine Seconde Guerre mondiale il va être capturé par la marine japonaise, pardon. Donc c'est plutôt pas mal, après c'est assez académique, hein. Il n'y a pas de grande fulgurance de réalisation, mais je trouve que la figure de ce personnage méritait un biopic, parce qu'on a quand même pas mal de biopics inutiles. Et celui-ci, je trouve que c'est parti des bons petits biopics qu'on a eu ces dernières années. Donc c'est plutôt pas mal, Angelina Jolie, c'est le seul film d'elle que j'ai vu, je ne sais pas si elle en a réalisé après, vous me direz dans les commentaires. Bon, en tout cas, qu'elle continue, hein, parce que c'est un beau petit coup d'essai. Ah, alors, film qui fait débat. Alors, il fait tellement débat, je ne sais même pas dans quel sens le mettre. Celui comme ça, on sait pas trop, la jaquette est irréversible. Parce que vous l'aurez compris, c'est Irréversible de Gaspard Noé. Alors je l'ai en DVD, je sais qu'il y a une version 4K qui est sortie, je crois, en steelbook, et je vais me la procurer assez rapidement, j'ai pas encore eu l'occasion. Bah oui, c'est un chef-d'œuvre absolu pour ma part. Très dur à regarder, évidemment, faut pas mettre ça entre les mains de tout le monde. Quelqu'un qui ne supporte pas la violence à l'écran ne supportera pas ce film, il va même vous insulter, il va même vous cracher dessus. Mais en tout cas, le message que ça passe, c'est un grand film d'amour en fait, hein, Irréversible, et le fait de raconter cette histoire à l'envers finit sur une touche faussement positive et je trouve ça absolument fabuleux, cette idée. Albert Dupontel dedans est exceptionnel, Vincent Cassel, bien évidemment, Monica Bellucci, magnifique. Non, franchement, Irréversible, c'est une vraie claque, c'est un des films français peut-être préférés. C'est mon préféré de Gaspard Noé, je pense. Donc, à revoir, même s'il faut se mettre dans des conditions, être prêt psychologiquement à le voir, hein, mais voilà, Irréversible. Je trouve ça vraiment excellent. Ensuite, on passe à la lettre J et un film de Quentin Tarantino que j'ai évoqué dans ma rétrospective, hein, Jackie Brown, en Blu-ray. Jackie Brown, c'est celui qu'on va sous-estimer parce qu'il est coincé quelque part entre Pulp Fiction et Kill Bill, alors que moi je le trouve vraiment très bon. Je trouve que c'est un peu le film de la maturité pour Tarantino. Les acteurs sont très bien dirigés, je pense à Samuel L. Jackson, je pense à Robert De Niro surtout, qui a vraiment un rôle excellent dedans, et puis Pam Grier quand même en rôle principal. Robert Forster, Brigitte Fonda, enfin bref, c'est du très grand casting, une vraie histoire de gangster, toujours avec cette figure féminine innocente, c'est cher à Tarantino. Bref, non, c'est un film qu'on a tendance à sous-estimer. Alors certes, il y a peut-être moins de fun pour l'opinion générale que Kill Bill ou Pulp Fiction, mais moi je trouve qu'il mérite vraiment réhabilitation parce qu'on a tendance vraiment à le sous-estimer. Et moi je le préfère même à certains Tarantino que j'aime un peu moins. Donc Jackie Brown, allez-y si vous n'avez jamais vu Jackie Brown de Quentin Tarantino. Ensuite, alors là c'est en édition DVD, je ne crois pas qu'il existe en Blu-ray. C'est Johnny Guitar, réalisé par Nicholas Ray. Voilà, la jaquette je trouve immonde, mais voilà, quand on n'a pas le choix, voilà, je voulais l'avoir dans dans ma collection. Oui, voilà, enfin, alors ça c'est un western qui a inspiré énormément de grands westerns beaucoup plus connus, beaucoup plus populaires, on va dire.
Si vous regardez l'édition version commentée, avec les commentaires audio du film Il était une fois dans l'Ouest, on vous parlera énormément de ce film, qui était vraiment un film assez fondateur pour Il était une fois dans l'Ouest. Le casting est vraiment excellent. Sterling Hayden, ouais, non, c'est vraiment bien, donc allez-y, ça fait partie des grands classiques western. Assez difficile d'accès en termes de support, hein. Moi, je l'ai découvert sur Arte, je pense. Et bah, comme j'ai aimé, je me le suis procuré. Mais ça fait un bout de temps que je l'ai vu, donc ça me donne envie de le revoir en fait en voyant la jaquette. Donc non, allez-y, Johnny Guitar, très bon film. J'espère un jour une version Blu-ray. Alors ça, c'est un film qui a fait beaucoup de bruit en 2019, je crois, jour de sa sortie, mais le Joker, réalisé par Todd Phillips. Avec Joaquin Phoenix, avec Robert De Niro. Oui, j'ai beaucoup aimé le Joker. Je trouve qu'il a une portée, un message social assez important. Je peux comprendre les critiques, hein. C'est vrai que ça peut avoir tendance pour un fan de comics à démystifier le personnage du Joker. Mais enfin moi, comme je suis pas un fan de comics, je m'en fiche un petit peu. Pour moi, on m'a raconté vraiment une belle histoire. On est limite un peu plus dans du film d'auteur, hein. Je suis quasiment sûr que Joker il passera dans 30 ans sur Arte. Mais voilà, je préfère quand même le Joker de Heath Ledger, on l'avait évoqué dans le live Christopher Nolan que vous pouvez revoir sur la chaîne. Mais bon, le steelbook est très joli, personnellement. Un joli objet de collection. 4K, le 4K est très bien aussi, mais bon, tous les films récents sont bien en 4K, hein. J'ai pas grand chose à dire. Je l'ai revu. Je l'ai pas encore revu, je l'ai juste passé, j'ai juste regardé une deux scènes pour voir la qualité du 4K. Mais je l'ai pas revu depuis sa sortie en salle. Je l'ai revu une seule fois dans l'avion quand je partais en vacances. Mais bon, voilà, on regarde un film sur le petit écran de l'avion, là, c'est pas terrible. Mais oui, non, Joker, bon film. On a eu tendance quand même à le surestimer au moment de sa sortie. Parce on louait la prise de risque de la Warner. Mais c'est un bon film. Josie Wales hors la loi. Clint Eastwood. Clint Eastwood à la réalisation. Alors, j'ai tendance à le confondre celui-ci avec Pale Rider, qui sont deux westerns que j'ai beaucoup aimés, mais que j'ai vu dans un laps de temps très court. J'ai dû voir les deux en 2-3 jours, donc j'ai tendance à les confondre. Donc je vais avoir du mal à vous en parler en détail de ce film, mais je me souviens de certaines scènes vachement épiques. Son Clint Eastwood a vraiment fait des pépites dans les westerns, donc ceux qui vous manquent, n'hésitez pas à y aller, hein. Josie Wales hors la loi, vraiment un bon film. Alors là, le coffret, donc il y a 3 films dedans. La trilogie Jurassic Park, réalisée par Steven Spielberg en partie, pour les 2 premiers. Alors, mon avis sur ces 3 films. Donc vous doutez bien que si j'ai de la trilogie, c'est que c'est les 3 films que j'aime bien. Forcément, le premier Jurassic Park, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un de mes Spielberg préférés. Enfin, en tout cas, vous savez, dans ces films très populaires, très grand public, très grand spectacle, c'est peut-être celui que je préfère. C'est mon Spielberg préféré, ça reste Les Dents de la Mer. Mais le premier est vraiment très bien. La façon de gérer les personnages, le questionnement scientifique, l'opposition raison et science, enfin, je trouve ça vraiment très bien. Le débat, doit-on laisser faire la nature ou doit-on la modifier, enfin, ça a vraiment beaucoup de fond. Et puis les scènes sont spectaculaires, hein. La première scène d'attaque du T-Rex, c'est une scène anthologique, hein. On a le deuxième, Le Monde Perdu, qui a beaucoup plus de défauts, même si je prends plaisir à le voir. Pour moi, il complète parfaitement le premier, mais il se perd un peu dans cette espèce d'hommage à King Kong qu'ils ont voulu faire, que Spielberg a voulu faire. C'est dommage, parce que ça se tenait en fait, hein. Bon, après, ça n'enlève pas la qualité du film, hein, mais voilà, on plonge un peu dans du grand guignolesse à ce moment-là du film, et c'est à ce moment-là où je me perds. Alors que normalement, ça devrait être vraiment classe. Et puis on a le troisième, alors le troisième qui n'aurait peut-être pas dû exister, hein, mais Jurassic Park 3, qui n'est pas bon, pas très bon. Mais j'aime tellement l'univers Jurassic Park que je prends quand même plaisir à le voir de temps à autre, hein. De toute façon, je regarde pas ce film-là tous les 4 matins. Théa Leoni est très agaçante dedans. Le bruit du téléphone satellite également. Mais non, bon, écoutez, ça fait partie de la trilogie. Puis on revoit le professeur Grant, donc pourquoi pas.
Ensuite, eh ben, on continue avec la saga Jurassic Park, et j'ai Jurassic World pardon, également en 4K. La 4K est par contre excellente, parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais je ne suis pas bluffé par le 4K de cette trilogie, notamment du premier. Je trouve qu'on y voit beaucoup de défauts révélés par la 4K malheureusement. Mais bon, c'est mon aspect un peu collectionneur qui m'a fait tomber dans cet achat. Mais de toute façon, dedans, il y a les Blu-ray également, donc il n'y a pas de souci. Donc Jurassic World, ben, moi j'ai bien aimé. Effectivement, c'est du grand spectacle, mais quand on est aussi fan de l'univers, on y trouve forcément son compte. Moi, j'ai beaucoup aimé le principe que l'idée du parc soit enfin mis au grand jour. Et il y a vraiment pour moi des scènes excellentes. Après, effectivement, on n'est pas sur du film d'auteur, hein, même s'il y a certaines réflexions. Alors, par contre, je ne possède pas Jurassic World Fallen Kingdom de Bayona. Mais parce que en fait, j'ai été beaucoup plus dubitatif sur celui-ci. Même si avec du recul, bah, je me dis que je devrais lui laisser une seconde chance. Donc je le reverrai. Puis en plus, il y a la troisième partie de Jurassic World qui va sortir. On va voir ce que ça donne. Mais bon, si j'aime bien le troisième, je pense pas que je vais résister à un coffret trilogie 4K qui sortira. Mais voilà. Jusqu'à la garde. Ça, c'est un des plus grands films français de la décennie 2010 pour ma part. J'ai adoré. Denis Ménochet dedans est exceptionnel. Léa Drucker également. Voilà, ça parle du divorce, ça parle des violences conjugales, mais en même temps, c'est très pudique et on a cette façon de prendre l'enfant en otage. Ouais, c'est assez fort. Je me souviens l'avoir vu par hasard au cinéma. C'était au début que j'avais ma carte passe, vous savez. Et j'y suis allé un peu par hasard et mon Dieu, la claque que je me suis pris, j'étais scotché à la fin dans mon siège. Donc allez-y, c'est un film social intelligent, pas de tire-larme. Voilà, je dis pas qu'il est sans défaut, mais c'est vraiment angoissant. Donc j'aime beaucoup, c'est assez intense comme expérience. Jusqu'à la garde, je vous le conseille. Ensuite, on passe. Alors je vais juste faire un peu de tri, parce que sinon je vais tout faire tomber, tout simplement, et ce serait dommage. Ensuite, je vous présentais ces deux en même temps, on passe au cas, et donc c'est Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2. J'aime beaucoup les deux, beaucoup préfère le premier parce qu'il est beaucoup plus fun, il est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus gratuit, c'est très graphique. Mais le 2 est très humain. Et donc je trouve que c'est pour ça. Alors souvent on les met à deux, mais moi j'aime bien. C'est pour ça que je pense pas que j'achèterais de coffret qui regroupe. Enfin, il faut les dissocier ces deux films. Il y a eu un an d'écart entre ces deux sorties, le ton est différent entre l'un et l'autre. Pour moi c'est une œuvre et une œuvre. Donc non, vraiment regardez-les, c'est vraiment excellent. Et je loue la performance. Attendez, je cherche juste son nom, de David Carradine dans le rôle de Bill qui est vraiment excellent. Voilà, il y a des scènes de cul, des scènes d'anthologie. J'aime beaucoup les deux Kill Bill et ben allez-y si vous n'avez toujours pas vu. C'est Kill Bill. En Blu-ray, toujours Kramer contre Kramer. Réalisé par je ne sais plus. Robert Benton, ouais. Mais c'est surtout la performance de Dustin Hoffman, de Meryl Streep et du petit gamin dont je ne connais pas le nom de l'acteur, mais enfin bref. Ces histoires de paternité, j'ai sûrement déjà évoqué, moi ça me touche énormément, et donc là, forcément énormément d'émotions dans ce film. Dustin Hoffman est vraiment bluffant. C'est pour anecdote, hein, c'est la chanson Mon fils ma bataille de Daniel Balavoine, et ben c'est le film qui lui a inspiré cette chanson. Bref, non, c'est excellent. D'ailleurs, Dustin Hoffman a eu l'Oscar du meilleur acteur, Meryl Streep, Oscar du meilleur second rôle féminin. Bref, tout ça est très mérité. Donc allez-y. Par contre, effectivement, il faut préparer la boîte de mouchoirs à côté, mais c'est vraiment très émouvant. On change totalement de registre. Là, on part sur du De Funès avec L'aile ou la cuisse. Alors, oui, L'aile ou la cuisse. Alors, j'aime beaucoup ce film. Pourquoi donc, celui-ci est réalisé par... Ah, je n'ai plus... Claude Zidi, oui, pardon. Et donc, le père de Zoltan Zidi. Et en fait, celui-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi déjà, il y a un propos de fond sur la malbouffe, etc. Bon, ça... Ok, ça ne suffit pas à faire un grand film. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le duo
Louis de Funès Coluche qui est vachement malin. Et en plus, on arrive à un moment de la vie où De Funès avait des problèmes de santé. Enfin, en tout cas, il sort de graves problèmes de santé. Il décide de s'économiser. Et donc, on a un De Funès beaucoup plus juste dans le jeu, là où certains peuvent regretter son cabotinage par moment. Ici, c'est très juste dans son jeu d'acteur. Et beaucoup plus dosé, en tout cas. Et il y a même certaines scènes avec beaucoup d'émotion. Et je pense notamment une des scènes préférées de la filmographie de De Funès, c'est celle dans le cirque avec son fils où le petit manège de Coluche est révélé au grand jour. Là, on voit un aspect dramatique chez De Funès dans son jeu d'acteur qu'on n'a pas vu ailleurs. Et c'est là que je regrette en fait de ne pas jamais avoir vu De Funès dans un rôle vraiment dramatique. J'aurais voulu que De Funès fasse son Chao Pantin en quelque sorte. C'est dommage parce que je suis sûr qu'il en aurait eu le talent, je suis pas sûr qu'il en avait l'envie par contre. Mais en tout cas, les Lula Quiz, ben voilà, ça fonctionne et puis le message fait toujours écho aujourd'hui. Le meilleur rôle de Brad Pitt au cinéma. L'Armée des 12 singes. Bah oui, c'est génial, Terry Gilliam, qui nous emmène dans son délire de voyage dans le temps et de voilà, de fin du monde, ce côté très apocalyptique. Comment dire, c'est un film ouais, déroutant. Alors je l'ai en DVD, je sais pas s'il existe en Blu-ray en France, je ne suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires. Mais ouais, non, Brad Pitt dedans est vraiment génial. Hein. Second rôle, mais moi il m'a vraiment marqué. Bruce Willis, excellent, c'est très bien réalisé, c'est très mindfuck. Mais vraiment, voyez-le, hein, c'est un film majeur dans tout ce qui est SF, post-apo, etc. Voyage dans le temps. C'est mon Terry Gilliam préféré, je pense. J'aime beaucoup Brasil, mais j'ai peut-être une petite préférence pour celui-ci. Mais j'aimerais bien une belle version 4K de ce film. Peut-être qu'elle existe, hein, je ne pense pas. Mais dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose. Grand film français, vous savez que j'aime beaucoup le cinéma français des années 50, 60, 70. Et là, on a du Jean-Pierre Melville avec L'Armée des Ombres, qui se passe en France en 1942 pendant la Résistance. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. La fin m'a glacé le sang. Version digibook. D'accord, donc vous savez que j'aime beaucoup les digibooks parce qu'il y a un peu de lecture, on apprend beaucoup de choses sur les films. Ouais, le casting, Lino Ventura, vous savez tout bien que je pense de lui. Je pense aussi à Simone Signoret qui est vraiment dedans éblouissante. C'est très humaniste comme film. C'est froid, mais en même temps, la façon d'amener la résistance dans sa forme la plus banale nous permet de développer certains aspects très humains des personnages. Et donc, on a une œuvre vraiment profondément humaniste pour ma part. L'Armée des Ombres. Enfin bref, c'est vraiment excellent. Allez-y, hein, ça c'est le genre de film à répondre à ceux qui disent que le cinéma français c'est de la merde. Je le dis régulièrement. Qu'il y a pas mal de films pour les contredire et L'Armée des Ombres en fait partie. Un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, pourtant il est de 90, c'est L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne. Alors L'échelle de Jacob, rapport assez particulier avec ce film parce que j'en ai entendu parler pendant longtemps, il était longtemps dans ma watchlist et puis je sais pas pourquoi, je ne le regardais pas forcément et puis parfois on organise des soirées cinéma avec certains amis et puis là quelqu'un nous avait présenté L'échelle de Jacob, donc j'ai pu le découvrir en live. Donc j'avais beaucoup aimé l'aspect très visuel, l'aspect aussi mindfuck de ce film. Ces allers-retours dans les flashbacks. Mais j'avais pas saisi tout l'aspect spirituel, philosophique vraiment de L'échelle de Jacob. En fait, de L'échelle de Jacob, c'est simple, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et quand je l'ai su, je me suis dit, ah ouais, bordel, franchement, ouais, ça a vraiment de la gueule. Et en fait, du coup, on repense tout le film et scénaristiquement, visuellement, c'est vraiment très bien. C'est. Ouais, allez-y, parce que c'est un très grand film avec Tim Robbins et Elisabeth Peña. Alors, tout à l'heure, on parlait de L'Armée des 12 singes comme film sur voyage dans le temps. Alors là, un film beaucoup plus modeste que j'ai en DVD. C'est L'Effet Papillon. Alors, L'Effet Papillon, c'est avec Ashton Kutcher. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un gamin qui souffre de troubles de mémoire. Et puis, on a plusieurs étapes de sa vie. Et puis, en relisant ses journaux intimes, il va changer le cours du temps de ce qui s'est passé. Du coup, il y a forcément quelques incohérences par-ci par-là hein, quand on joue avec ce genre de concept. Je trouve aussi, alors, quand je l'ai acheté en DVD et que je l'ai revu, moi j'avais vu une autre version, parce que le film il est vieux quand même, mais je l'ai vu assez gamin. Hein.
En tout cas, adolescent, ce film. J'ai plus le... Non, j'ai plus l'année, mais... Et donc, ben... Je me souviens avoir été déçu de la fin qui était dedans. Parce que je crois qu'il y a plusieurs fins alternatives. Et moi, dedans, c'est là où il y a l'histoire de voyante. Vous savez certainement là où je pense. Vous savez certainement à quoi je fais référence, pardon. Et bah, j'étais déçu de cette fin, alors que la fin que j'ai vue sur le DVD de ma mère me plaisait beaucoup plus. Mais sinon, après, ça reste très divertissant. C'est pas du grand cinéma, mais c'est divertissant. Ça a été assez culte au moment de sa sortie, hein. Alors, on en a parlé dans la live rétrospective David Fincher, L'étrange histoire de Benjamin Button. Très beau film. Effectivement, c'est le film le moins Fincher de sa filmographie. Mais il est quand même très joli. Un peu de longueur. Il est assez froid pour raconter ce que ça raconte. Mais voilà, c'est quand même un joli conte. Je vais pas épiloguer dessus parce qu'on en a déjà beaucoup évoqué dans la live Fincher. Mais non, je prends plaisir à le voir quand même. Il est long. C'est peut-être ça son défaut pour ma part. Mais c'est un très bon film. Alors là, je l'ai en édition import, et ça m'embête vraiment parce que moi j'aime bien soutenir les éditeurs français, donc parfois je préfère ne pas acheter le Blu-ray plutôt, et acheter un DVD plutôt, et afin de pousser les éditeurs français à sortir une version de ce film. Donc moi c'est L'évadé d'Alcatraz, réalisé par Don Siegel avec Clint Eastwood. Bah, que dire de plus, à moins que ce soit un des meilleurs films de prison de tous les temps. Ou en tout cas, comment dire, l'introduction de ce film est vraiment exceptionnelle. L'évadé d'Alcatraz, non, ça pareil, c'est un grand classique que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps non plus. Mais ouais, c'est classe. Et puis bon, Clint Eastwood, hein. Clint Eastwood. Que dire encore sur ce bonhomme? Joli steelbook, Director's Cut, L'Exorciste. Le steelbook est très joli. Vraiment, je suis très fier d'avoir cette œuvre. Allez, qu'est-ce que ça fait peur. Je suis très fier d'avoir ce film de William Friedkin parce que c'est un des films d'horreur que je préfère de tous les temps. En tout cas, c'est un qui me fait le plus peur. J'ai encore toujours peur quand je le vois. Après, il faut se mettre dans les conditions parce qu'effectivement, voilà, mais je l'ai revu en salle il y a pas si longtemps et franchement, je m'étais pris une belle branlée. Allez-y, L'Exorciste, c'est vraiment une grande œuvre. Même si on n'est pas fan de films d'horreur, je pense qu'il faut quand même à un moment y passer et voir ce que ça donne. Je pense que malheureusement que les nouvelles générations seront de moins en moins sensibles à ce film, un peu à la manière de Rosemary's Baby, qui moi que j'adore également, mais j'ai l'impression que ces films-là perdent un peu en aura au fur et à mesure du temps. Mais enfin moi je trouve que la mise en scène reste absolument exceptionnelle. Alors là je suis dégoûté de ma version, c'est une version DVD de L'homme qui voulut être roi. En plus import néerlandais. Je suis dégoûté parce qu'il y avait une version qui était sortie exceptionnelle avec un gros coffret, il y avait vraiment de quoi regarder et lire, hein. C'était quelque chose d'assez volumineux même. Mais voilà, qui dit édition volumineuse dit édition coûteuse, et qui dit édition coûteuse dit édition très limitée. Ce qui fait que j'ai raté cette édition limitée, et je suis un peu frustré que les éditeurs, bah voilà, quand il y a des grosses éditions comme ça, ne mettent pas à côté, ne vendent simplement pas le Blu-ray à côté. Du coup, il n'y a pas le Blu-ray en version amarrée, il n'y a plus la version Prestige, bah, j'ai dû me reporter sur le DVD. Donc ça, c'est assez frustrant. Sinon, c'est génial, un des plus grands films d'aventure de l'histoire du cinéma. Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer, bah, franchement, c'est trois hommes que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de... C'est assez épique, et puis, ouais, l'idée est quand même géniale. Donc regardez L'homme qui voulut être roi. Là, on part sur du Truffaut. J'ai pas vu énormément de choses en Truffaut. Mais ça ne saurait tarder, hein, parce que ce que j'ai vu, j'aime plutôt bien. Je suis plutôt Truffaut que Godard, je pense. C'est L'homme qui aimait les femmes. La façon de narrer ce film, c'est très intelligent, c'est très rythmé, c'est en même temps assez naïf dans la façon de voir le monde. Voilà, si vous aimez les femmes, si vous aimez la beauté du langage, si vous aimez comment dire, si vous aimez vous attarder sur les détails des corps, c'est un film qui est fait pour vous. Brigitte Fossé, excellente. Donc non, allez-y, L'homme qui aimait les femmes, je ne crois pas que ça existe en Blu-ray non plus, sinon je pense que je l'aurais également acheté en Blu-ray. On arrive progressivement vers la fin.
Et on arrive avec un Hitchcock, alors qui n'est pas méconnu, mais qui est... on n'en parle jamais de ce Hitchcock, et je ne comprends pas trop pourquoi, parce que c'est un de mes préférés. Après, c'est vrai que quand on cite Hitchcock, on va citer Sueur froide, on va citer Psychose, on va citer... je sais pas, Fenêtre sur cour par exemple. Mais par exemple, il y a aussi celui-ci, L'inconnu du Nord Express, qui est vraiment excellent. Et qui va. Voilà, c'est un mec qui va rencontrer. Qui va. Qui va rencontrer un champion de tennis, je crois, dans un train. Et qui va le suggérer de tuer sa femme. De tuer, parce qu'il il ne la supporte plus. Et. Ouais, non, c'est vraiment bien. Je trouve que dedans, c'est. Comment il y a tout ce que Hitchcock a toujours réussi à faire. Et je ne comprends, c'est pour ça que je dis je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus mis en avant que ça. Mais voilà, derrière c'est écrit l'un des meilleurs films d'Hitchcock, et ben je le pense, hein, sincèrement. Donc L'inconnu du Nord Express, bah, rien qu'en regardant les images, j'ai vraiment envie de le revoir également. À chaque fois que, de toute façon, à chaque fois que je regarde, que je fais mes vidéos collection, j'ai un petit crayon à côté et je note les films. Ah, celui-là faut que je le revoie, celui-là faut que je le revoie. Mais non, L'inconnu du Nord Express, ouais, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Alors celui-ci, La Cadillac de Dolan, adaptation d'une nouvelle de Stephen King, c'est sympathique, c'est pas dingue, parce que il faut savoir quand même que la nouvelle est très courte, et on sent vraiment que dans le film c'est étiré en longueur, quelque chose qui tient en quelques pages en fait. Donc il y a un vrai problème de rythme pour un film qui dure 89 minutes. Donc c'est assez problématique, même si voilà, j'ai rien contre Wes Bentley ou Wes Bentley, c'est le mec, vous savez, qui joue dans American Beauty. Kristen Slater, mais voilà. Voilà, c'est juste un film pour passer le temps. Je peux le regarder une fois tous les 10 ans, ça me dérangera pas. Mais bon, donnez-lui sa chance. Par contre, celui-ci, je vous recommande vivement, parce que c'est un de mes films français préférés de l'histoire du cinéma. Déjà, j'adore Claude Chabrol, mais là, La Cérémonie, avec Isabelle Huppert, qui est mon actrice préférée certainement, Sandrine Bonner, qui joue peut-être son meilleur rôle au cinéma. Voilà, on a cet aspect, comment dire, conflit social, mais en même temps, c'est deux filles très névrosées. Il y en a une qui est il y en a une qui est analphabète, l'autre qui est complètement tarée, et la rencontre ne va pas faire du bien. C'est glauque, on plonge progressivement dans le drame. Voilà, c'est du Chabrol pur jus. Ça, je l'ai découvert. Alors, pour l'anecdote, je l'ai découvert quand j'étais en première littéraire. On avait un cycle au cinéma à 10 minutes du lycée, et on nous a présenté ce film. Et moi, à l'époque, voilà, j'étais adolescent, je regardais des films, mais c'était beaucoup de cinéma américain. Voilà, je commençais à découvrir un peu les Scorsese, tout ça, mais voilà, le cinéma français, moi, j'y voyais soit des comédies débiles, soit des films d'auteurs chiants. Et du coup, on m'a mis devant ce film, et il m'a fallu un temps pour rentrer dedans, parce que ben, on retrouve une photographie qui me plaisait pas trop, etc., etc., parce que j'avais pas forcément le recul mature pour le voir. Et puis progressivement, je suis rentré complètement dedans, et à la fin, je suis sorti littéralement scotché, et c'est un film qui m'a ouvert sur beaucoup de choses, qui a été une porte d'entrée pour découvrir des choses qui... c'est là où je me suis dit, en fait, il faut être curieux. Et ce film m'a vraiment été... et je m'en souviens que c'était... ce film m'a vraiment mis mal à l'aise, m'a vraiment fait réfléchir sur le cinéma, et ça a été le cas pour beaucoup de personnes dans la classe, je me souviendrai tout le temps en partant du bus. Il y avait eu énormément de débats, euh, contrairement aux films qu'on voyait habituellement. Et là, ben, franchement, je trouve que pour le coup, La Cérémonie ne vieillit pas, il est de 95. Donc je l'ai en DVD, il existe en Blu-ray, je vais bientôt me le procurer. Bah, peut-être là aujourd'hui d'ailleurs, parce que ouais, c'est une œuvre majeure pour ma cinéphilie à moi. On peut lui trouver des défauts, hein. Je sais la critique de la bourgeoisie, etc., n'est pas très subtile. Mais il y a vraiment une part importante pour moi, ce film, dans le parcours de ma cinéphilie. Toujours en DVD, parce que je sais que celui-ci fait partie de la liste des Blu-ray défectueux. Alors, je prendrai quand même le risque de l'acheter un jour, si je peux avoir une capacité de remboursement. Mais c'est La Chute, ce biopic d'Hitler. Alors, on me l'avait tellement bien vendu que j'étais un peu déçu quand je l'ai vu. Même si je trouve très malin l'idée de faire le biopic d'Hitler en se concentrant sur vraiment une toute petite partie de son histoire, c'est-à-dire la fin, la chute.
Sinon, Bruno Gantz, excellent. Non, c'est bien, hein, mais c'est juste que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce film. Voilà, je l'ai en DVD, j'aurai forcément une meilleure version un jour. Pendant ce temps-là, à Veracruz, bah, là c'était de la peur, franchement. Moi, je me marre comme un fou à chaque fois que je le vois. C'est débile. C'est débile, c'est absurde, mais c'est en même temps très malin et très intelligent. Je peux comprendre que l'humour nul, pour certains, ça ne passe pas sur grand écran. Moi, en tout cas, je me marre toujours autant. La course-poursuite d'Alain Chabat, elle me fait toujours hurler de rire. Je suis, euh, je suis toujours hilar devant ce film. Une comédie familiale, pas tellement, je trouve, hein, parce qu'il faut vraiment avoir un certain recul pour voir ce film. Mais voilà, je ne dirai rien sur ce film, c'est une merde. Je me marre toujours autant devant, ça fait partie de mes comédies françaises préférées. Donc là, c'était de la peur. Grand film, enfin pour ma part. Et puis le dernier film, alors La couleur des sentiments. Alors La couleur des sentiments, ça c'est le type de film, typiquement le genre de film qui ne m'intéresse pas du tout. Et puis je suis retombé dessus, je pense que ça devait être à la télé bêtement. Et je me suis pris dedans. Je trouve déjà que le casting est très bon entre Jessica Chastain, Emma Stone, on a Octavia Spencer, on a Viola Davis. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon petit feel good. Un petit peu long, mais vous passerez un bon moment, vous allez rire, puis ça fait quand même réfléchir, c'est assez intelligent. Donc non, il y a beaucoup d'humour, c'est assez réussi, donc voilà, il faudrait que je le revoie, je l'ai vu qu'une seule fois, je l'ai acheté mais je l'ai toujours pas revu. Mais voilà, je le conseille parce que j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vous le dis, elle concernera le parcours 2 de Movieland, qui est consacré aux spoilers, spoiler alert. Et donc on analysera à travers les différents spoilers de ce parcours ce qui fait un bon twist, ce qui fait un twist majeur, ce qui fait que le twist est réussi. Donc on analysera le parcours avec les différents films. Ça part de Citizen Kane pour arriver à l'Empire contre-attaque, en passant par Sixième Sens, les autres, etc. etc. Donc on analysera ça tous ensemble. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite. Salut!